on est ici aujourd'hui pour parler de comment on passe de top vendeur à vrai manager, à faire performer son équipe sans s'épuiser. Toute une mission. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous êtes dans ce cas-là. Vous avez été forcément au-dessus de la moyenne, largement, en tant que commercial. Vous avez évolué et on s'est dit: «Bah, cette personne-là, c'est la bonne personne pour prendre une équipe» parce qu'on aimerait bien avoir plein de mini lui ou plein de mini elle qui performent autant. Et en fait, quand on devient manager, bah, déjà, on est content souvent, si on l'a demandé en tout cas, ce qui est le cas dans à peu près 80 des cas, en tout cas, de ce que j'ai pu observer moi auprès des gens que j'ai pu accompagner. On est très content et on se rend compte très vite qu'on nous a pas absolument tout dit. Parce que d'un coup, on se retrouve à gérer, des personnalités différentes, très différentes, parfois, différentes entre elles, mais aussi différentes par rapport à nous-mêmes, avec une façon de fonctionner, de raisonner, de ressentir les choses qui sont, aux opposés. Heu, Là où on avait quand même un job à temps plein qui était de performer tout seul, on doit maintenant performer toute une équipe, mais l'agenda n'a pas grossi, les heures ne sont pas devenues plus longues pour autant. On doit prendre des décisions qui sont difficiles, parce que c'est aussi ça, le job de manager et le courage derrière d'être manager, c'est de prendre des décisions qui sont difficiles et de les assumer, souvent seul. De gérer les tensions, hein, parce que je sais pas vous, mais moi quand je me suis, retrouvée manager, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, les adultes, ils avaient quand même beaucoup besoin d'aide, un peu comme dans un jardin d'enfants de temps en temps pour, régler, des points de dissension entre les uns et les autres et que c'était pas une mince affaire que de gérer des tensions dans une équipe. Évidemment, tenir la pression sur les résultats et puis là, en fonction de chacun, de son contexte, son entreprise et cetera, bah, de gérer aussi un boss, une direction d'entreprise, plus ou moins facilitante, plus ou moins en respect de votre périmètre de manager, et plus ou moins aussi, finalement, honnête par rapport aux missions qu'il vous donne. Donc si tout ça vous parle, vous êtes au bon endroit, heu et en plus tout ça, on le vit, bah, tout seul. Même si on a, parfois des pairs, d'autres managers commerciaux, qui sont à peu près du on va dire, dans le même ranking dans l'entreprise. Il y a un truc qui fait qu'on est hyper isolé parce qu'on parle pas de ces choses-là, si on crée pas le cadre pour le faire. Et puis on peut pas dire à son équipe, «Ah, je suis un peu en doute, je sais pas ce que je dois faire avec telle personne ou telle personne de l'équipe. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Comment je dois réagir à ceci ou à cela?» Très rarement, on le fait aussi avec son boss. Si vous pouvez le faire avec votre boss, c'est super, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a cette facilité, mais souvent, c'est très difficile parce qu'on veut lui montrer qu'on sait faire. On veut lui montrer qu'on sait gérer parce que, bah, on a envie d'avoir un plus grand périmètre, on a envie de continuer à évoluer, puis qu'il soit content tout simplement et qu'il regrette pas de nous avoir donné le job. Et donc on avance, on improvise beaucoup, ça se voit pas et bravo à nous, enfin bravo à vous, bravo à moi quand j'improvisais aussi parce que, on est hyper fort en improvisation, c'est pas pour rien qu'on en est là. Pour autant, c'est beaucoup, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire et à l'intérieur, même si à l'extérieur ça se voit pas, à l'intérieur c'est souvent un petit peu le bordel. Pardonnez-moi du terme. Dans cette situation, dans les premières années, les premières, 3, 5, 7 ans de management, quand on est passé de top performer à manager, j'ai identifié, bon, beaucoup plus que 4 en vérité, mais 4 principales en tout cas, situations, erreurs qu'on commet, et qui nous coûtent hyper cher et donc je vais vous les présenter maintenant. Comme je vous l'ai dit, je redis un petit coup pour ceux qui sont arrivés entre-temps. N'hésitez pas à poser vos questions sur la partie Q&A. Avant de passer à chaque fois à la situation suivante, je ferai un petit check si jamais il y a des questions, pour y répondre au fur et à mesure. Je continue. Hop, c'est parti. Alors oui, pourquoi c'est moi qui vous parle de ça, avant toute chose? Évidemment, je vais quand même me présenter. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres ont simplement, consommé un petit peu mes contenus et pour d'autres, c'est un peu la découverte. Bon, bah, déjà, merci à tous d'être venus, ça me fait hyper plaisir. Pour vous raconter un petit peu mon parcours, moi, j'ai commencé en tant que commerciale sur du new business dans une très grosse boîte, ETI qui s'appelle Econocom. Et c'est là que j'ai fait mes armes de commerciale, de coach, puis de manager. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais la seule manager femme de moins de 30 ans d'un groupe de 10 000 personnes. Si vous voyez un peu le contexte au niveau des égos et des barrettes, on est dedans. Où j'ai vraiment appris à être un manager bon soldat. Là, on avait vraiment, beaucoup d'accompagnement, de formation sur la partie manager, on va dire, Crotamer-like, qui nous donnait des méthodes, une pratique qui était très, très imprégnée de la culture de l'entreprise. Une culture de l'entreprise, très orientée sur la performance. C'était une super expérience, mais qui m'a amenée à devenir un très bon soldat en termes de management.
mais à me décorréler à la fois de qui j'étais, qui je voulais être et des besoins de mon équipe. Et je me suis pris d'ailleurs une claque, une première claque monumentale de management pendant ma 2e année de manager, chez Econocom, quand j'ai un de mes commerciales qui m'a, heu, explosé en fait, complètement la figure en fait sur un open. Il a explosé en larmes, il a pété un câble, je sais pas trop comment on peut dire autrement, en me disant: «Bah, en fait Aurel, je sais plus quoi faire pour que tu sois contente de moi». Et ça a été mon premier wake up call quelque part, de me dire: «Il y a quelque chose qui va pas en fait. J'ai des méthodes, j'ai une application, mais est-ce que pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce que j'apporte à mon équipe? Qu'est-ce que j'apporte vraiment, de façon durable à l'entreprise?» Et là, j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses. J'en ai profité en plus pour changer d'environnement, ça a pris un peu de temps parce que j'étais quand même, dans une belle lancée, et j'ai fait 2 choses. J'ai été, rejoindre l'univers, start-up. J'ai rejoint, la start-up Cactus en tant que head of sales, donc au COMEX, qui était un nouvel environnement pour moi, et en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était, PNL. Bon, alors PNL, pour ceux qui connaissent pas, c'est la programmation neuro-linguistique. De façon très, très synthétique, c'est, l'observation, l'analyse et la reproduction des comportements d'excellence. Grosso modo, c'est comment ça se fait que 2 personnes aux capacités similaires ne vont pas développer autant leur potentiel, et comment on peut reprogrammer, son cerveau et son mindset pour finalement aller au max de ce qu'on peut et ce qu'on veut faire dans la vie. Faire, hyper simple. Derrière, pour moi, c'est quoi derrière le potentiel humain? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des autres qui ne sont pas comme moi? Donc c'est un peu la réalisation que tout le monde n'est pas comme moi. Oui, je sais, il était temps, mais je c'était ma crise de la trentaine. Et surtout dans mon équipe, en fait, comment je fais pour comprendre, les personnalités qui sont en face de moi et pour leur permettre de développer leur plein potentiel qui est différent tout simplement du mien. Ça a été, assez, game changer, pour moi dans mon parcours. Et donc après Cactus, je me suis associée et cofondé une boîte de recrutement, dans l'univers start-up à Paris, mais surtout dans les top villes de France, parce que la province, la région, c'est aussi génial. Où j'ai géré à la fois l'implantation de nouveaux business en région, et j'ai récupéré également le périmètre, parisien, et donc hérité aussi, d'équipes, similaires. Donc là, j'avais un peu plus d'une trentaine de personnes dans mes équipes. Donc c'est pour ça que je vous partage ça, parce que depuis, j'ai décidé que ma mission, c'était d'accompagner les managers commerciaux, parce que je suis passionnée par le potentiel humain et par les gens, et donc je mélange les 2 et ça fait ça. Et je trouve aussi que fondamentalement, bah, le job que vous avez aujourd'hui, il est de plus en plus dur. Vous avez de plus en plus de pression par le haut, par le bas. Vous avez de plus en plus d'attentes, de moins en moins de moyens. Il y a de moins en moins d'ailleurs de jeunes qui veulent être, managers, parce que, pardonnez-moi, je vais être un peu directe, hein, mais on fait souvent plus pitié qu'envie, et c'est pas normal parce que ce job, il est ouf. Parce que l'impact qu'on peut avoir, il est incroyable, et que, c'est juste, une porte vers, de plus grandes choses. Et donc c'est ma mission aujourd'hui. Assez parlé de moi, je vous parle de la première erreur, parce que l'enjeu de ce webinaire, c'est évidemment, de passer un peu du manager qui subit au leader stratégique qui pilote. La première situation que je vois, c'est trop de management ou trop de business. La réalité, c'est quand tu passes manager, bah, il est très rare, alors c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, dans ce cas-là, je suis désolée, attendez l'erreur 2, ça vous parlera plus, mais dans la plupart des cas, quand tu deviens manager commercial, tu as toujours du chiffre à produire. On te dit que c'est parce qu'il faut que tu montres l'exemple, que, tu as des gros clients qu'il faut évidemment continuer à, faire, et puis surtout, on ne veut pas se priver de ta contribution. Ce qui veut donc dire, hein, quand on fait un petit rembobinage, qu'on te donne simplement 2 jobs à la place d'un avec, toujours la même semaine. Certes, tu as une augmentation de salaire, mais de vous à moi, est-ce qu'elle est bon, bref, je passe à la suite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a 2 comportements qui sont récurrents. Soit on va être over disponible, ça c'est 80 des managers que j'ai pu accompagner qui sont tombés vraiment dans ce comportement. Se dire: «En fait, maintenant je suis manager, j'ai toujours voulu être là pour mon équipe, donc je vais être là à fond les ballons». Et donc, il gère les urgences, il a les mains dans tous les dossiers, il accompagne tout le monde, il va en rendez-vous, il prend le temps, il a souvent des journées à rallonge. Quand il rentre, il y pense encore, le matin, il y pense, enfin voilà, il est vraiment le pompier. Et je vous ai mis des petites illustrations citron parce que c'est mon petit bonhomme, chouchou, donc vous en aurez un petit peu tout au long de la présentation. Alors c'est super, ce manager pompier, il va être génial pour, les profils juniors, parce que les profils juniors, ils sont rassurés, ils sont bien accompagnés. Par contre, bah, ça rend l'équipe très dépendante parce que plus rien ne se passe sans le manager pompier, plus rien n'avance, parce que de toute façon, on attend au cas où il est là, il va gérer. Et in fine, alors que tu veux rendre service, c'est toi qui deviens le goulot d'étranglement de ton équipe.
Et donc le CA collectif, il peut pas augmenter parce que, bah, tu es pas partout. Tu ne peux pas être partout. Tu es limité, bah, simplement par ta journée de travail et donc tu peux pas faire le taf à la place de tout le monde. Dans à peu près 20 des cas, de ce que j'ai pu observer des managers que j'ai accompagnés en tout cas ou que j'ai pu croiser dans ma carrière, il y a celui qui finalement, lui est en mode: «OK, bon, bah, moi j'ai mes objectifs, je sécurise mes objectifs. Une fois que j'ai sécurisé mes objectifs, le temps qui me reste, je le donne à mon équipe». Bon, celui-là, il reste rarement manager très, très longtemps, même si quelque part, il le vit un petit peu mieux que les autres. Mais en fonction de son équipe, ça peut être très, très dur. Donc lui, il assure sa prime, il assure peut-être même un minimum d'ailleurs de performance pour son équipe. Pour autant, l'équipe, elles se sont un peu bridées, elles se sont un peu abandonnées, il y a pas de vrai levier de croissance, de motivation auprès des sales. Je sais pas si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à le partager, si jamais vous vous reconnaissez dans l'un des 2, vous êtes pas obligé de le dire. Je sais très bien qu'on n'aime pas raconter ça nous autres. Hem, la solution, c'est qu'il faut que tu prennes rien que prendre 5 minutes, prends 5 minutes pour placer ton curseur. C'est très con, hein, mais tu l'as pas fait. Je sais que tu l'as pas fait, personne d'entre nous ne le fait, pas grave. Mais maintenant, tu peux prendre 5 minutes pour le faire et te dire: «OK, si je regarde, ouais, on a fait un petit schéma, qui est pas aussi compliqué qu'il en a l'air». Il est simplement de se dire qu'en fonction de la seniorité, de mon équipe et du poids de mes objectifs dans la réalisation des objectifs collectifs, eh ben, je vais aménager mon temps entre mon temps de management et mon temps de business. Quelques positions pour vous donner des exemples. Position A, bah, j'ai une équipe qui est hyper senior et mon objectif, il représente un poids important dans les objectifs de l'équipe. Bah, je vais simplement allouer une journée dans ma semaine au management parce que l'équipe, elle roule un peu toute seule, elle n'a pas besoin de moi de façon ultra forte. Quand je dis un jour, c'est pas je suis disponible que le mardi, c'est une équivalence de temps que vous organisez évidemment comme vous voulez. La position, opposée, c'est la position C, c'est, j'ai une équipe qui est hyper junior, et tout l'objectif, il est vraiment, très réparti sur l'ensemble de l'équipe, voire, plus sur eux que sur moi et dans ce cas-là, bah, ce que je vous recommanderais, c'est de passer au moins 80 de votre temps en management parce que ça veut dire que votre job, c'est de vraiment faire performer les autres avant vous-même. Si vous avez une position mixte en termes de seniorité, de votre équipe et de poids moyen de vos objectifs, bah, dans ce cas-là, on va évidemment être sur une répartition mixte avec du 50-50 de votre temps entre le management et le business. La position Z, c'est la position red flag, c'est la position dans laquelle je ne vous souhaite pas, d'être. Pour autant, je sais qu'une partie d'entre vous l'est forcément parce que malheureusement, je la vois beaucoup. C'est vous avez une équipe très junior et vous avez néanmoins un gros poids dans les effectifs. Donc là, à un moment donné, c'est juste que vous avez 2 casquettes qui sont un peu trop lourdes à porter en même temps. Par rapport à cette situation, il faut que vous utilisiez les leviers à votre disposition. Alors, il y a de la négo évidemment parfois avec la direction pour, réussir à faire comprendre finalement, l'enjeu. Heu et sinon les petites astuces que je peux vous passer, c'est la passe D. La passe dévalorisée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez, des clients qui, bah, ils étaient peut-être difficiles à ouvrir, vous avez été les chercher, vous les aimez ou ça a été dur peut-être d'aller les chercher, c'est une vraie prouesse, mais passez-les quand même. Faites faire le chiffre par quelqu'un de votre équipe. Pourquoi? Parce que bah, pendant qu'il fait le chiffre sur votre client, bah, c'est autant de temps que vous ne passez pas sur ce client-là. Pour autant, bah, le chiffre, il va quand même dans les objectifs de l'équipe sur lesquels vous êtes normalement rémunérés. Sinon, c'est un autre problème. Appelez-moi, on va appeler votre boss. Hem et en plus de ça, bah, vous pouvez vraiment, créer quelque chose d'hyper intéressant pour votre commercial parce que vous lui faites un cadeau. Donc ça peut être une récompense à quelqu'un qui a eu, enfin voilà, qui s'est bien battu sur des dossiers, qui est le meilleur en prof, qui est ceci, qui est cela. Vous pouvez même faire j'ai déjà vu ça, chez des clients que j'accompagnais, de se dire: «Bah, en fait, on a 3 gros clients, on va les passer, on fait un challenge de prospection et en fait, ceux qui vont ouvrir le plus de comptes, ils vont récupérer les plus gros clients». C'est aussi des leviers de motivation quelque part. Mais l'objectif, c'est finalement de vous dégager du temps et de vous assurer quand même que ce chiffre, il va être réalisé et en même temps, vous faites monter en compétence un collaborateur. Objectif non distribué, c'est l'idée, c'est, essayer au maximum dans votre négo avec votre direction, si jamais c'est nécessaire, de pouvoir, distribuer l'objectif vous-même à l'intérieur de votre équipe. Il y a souvent des abacs dans les entreprises sur lesquels vous n'avez pas trop le droit de jouer, mais vous pouvez avoir un petit levier de négociation et jouer avec cet objectif non distribué pour éventuellement, bah, réduire un petit peu votre poids dans les objectifs. Si vous avez une équipe qui est relativement jeune et que pour vous, la stratégie, c'est d'être présent avec eux et les aider à faire le chiffre ou bah, évidemment l'inverse en fonction de la seniorité de votre équipe.
que je vous propose d'emporter, donc ça, c'est un petit takeaway, vous l'aurez à chaque fois qu'on va parler d'une erreur, d'une situation et le bonus pour ceux qui sont, présents en live parce que c'est quand même, vachement plus sympa d'avoir du monde quand on parle, même si je sais que le business first et cetera. Coucou, pour ceux du replay, mais pour ceux qui sont en live, vous aurez un récap, un petit carnet en fait avec les takeaways, exprès pour, être sur votre mobile et cetera, à la fin du webinaire. Ce que je vous invite à faire, petit pas maintenant qui va commencer à changer la donne, c'est posez-vous la question: «Quel pourcentage de mon temps je passe sur mes actions versus mes actions de business, pardon, versus mes actions de management?» C'est quoi la répartition maintenant et ce serait quoi ma répartition idéale? Soyez un peu honnête avec vous, prenez 5 minutes pour le faire et mettez en place dès maintenant, cette semaine, la semaine prochaine, grand max, une action, une décision qui va vous en rapprocher. Ces actions, ça peut être, tout simplement, d'avoir un créneau spécifique, pour votre business. Ça, j'ai beaucoup de managers oublient de se dire: «En fait, il faut que je me garde un temps pour gérer mes clients parce qu'en fait, là, je n'y arrive pas si je suis tout le temps à disposition». Cette petite étape, elle va déjà vous faire passer du mec ou de la nana épuisé, mode pompier ou, le contributeur majoritaire, un peu mercenaire, à quelqu'un qui est beaucoup plus dans une position stratégique de: «OK, je choisis comment j'organise mon temps, à quel point je mets de l'énergie et de l'impact entre mon management et mon business». Petit parallèle pour mesdames, je mets tout au masculin. C'est ma façon de faire de l'écriture inclusive parce que sinon ça m'énerve un peu de mettre les et eux, mais c'est hyper inclusif dans l'idée, sachez-le. Je vais regarder s'il y a des questions. Apparemment, il y a pas de questions. Hésitez pas s'il y a des questions. Hop, il y a pas de questions. Je crois que c'est clair. Je vois que parfois on peut en parler au RH, mais ils sont pas toujours dispo pour ce type de besoin. Oui, tout à fait. J'aborde pas le point RH dans le webinaire aujourd'hui parce que le point RH, il est hyper différent en fonction des entreprises et des contextes d'entreprise dans lesquels vous êtes. Il y a vraiment des très, très grosses différences et donc trop de cas spécifiques pour ce type de format. L'erreur numéro 2, c'est de chercher à plaire. Et là, vous me dites: «Oh non, moi ça me concerne pas, je m'en fiche». Bon, c'est pas vrai. Je ne vous croirai pas même si vous me le dites, et vous me le répétez parce qu'en vérité, même si on fait un peu semblant, quand on devient manager, on a envie d'être aimé par son équipe, on a envie d'être apprécié, on a envie qu'ils soient hyper contents d'être avec nous, d'être dans notre équipe, et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que si on n'avait pas cette envie-là, ce serait quand même un peu inquiétant. Pour autant, chercher l'approbation auprès de son équipe, bah, ça peut rendre en tout cas le management flou. Je vous explique. La posture de leader, c'est aussi d'accepter qu'il y a un changement de statut et qu'on n'est plus collègue. Bon, alors il y a des choses pas très importantes qui changent, comme, on est le dernier au courant des ragots, les rumeurs, les blagues, les petites sorties. C'est pas grand-chose, mais ça fait quand même parfois un peu mal au cœur. Mais c'est surtout que de temps en temps, il faut qu'on accepte d'avoir un peu le rôle du méchant. Vous avez vu, vous avez un citron, bad boy, c'est un petit peu tout. Hem, Pourquoi? Parce que là, l'idée, c'est que de temps en temps, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, que vous devez prendre parce que c'est votre job de les prendre. Et votre job, c'est aussi d'en assumer, les responsabilités et le fait que les personnes ne comprennent pas forcément vos décisions. Vous pouvez les expliquer, pas les justifier, on n'est pas là pour s'excuser de faire quelque chose, mais pour autant, elles ne seront pas forcément comprises. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, vous avez il y a une forme de courbe du deuil quand vous prenez une décision difficile au sein de votre équipe. La décision difficile, ça peut être, le recadrage, l'arbitrage entre 2 sales, ça peut être le fait de virer des gens, ça peut être tout un tas de choses. Je vous donne un exemple, moi j'ai récupéré à un moment donné un périmètre de plus de 25 personnes qui étaient sur un plan de com, qui, ne reflétait plus du tout la structure de coût de l'entreprise et le marché dans lequel, on évoluait. Et le problème, c'est que, le plan de com tel qu'il était rédigé, il récompensait pas le comportement qu'on attendait aujourd'hui des sales, dont on avait besoin des équipes commerciales et il était plus finalement dans une récompense, un peu de ceux qui se la coulaient douce et donc pas du tout en phase avec ce qui était, important de mettre en place. Quand je suis allée annoncer à 25 personnes que je changeais le plan de com qui, du coup, avait un côté beaucoup plus challengeant, était beaucoup plus rémunérateur, mais seulement si on était vraiment dans une démarche très commerciale et de recherche de new business, qui était le besoin fort de l'entreprise, j'y suis pas allée de gaieté de cœur et je me suis pas fait des potes.
Et je savais que, bah, il y en a beaucoup qui allaient simplement, pas apprécier, pas chercher plus loin que le bout de leur nez et trouver que c'était pas juste, c'était pas cool et cetera. Bah, en fait, c'est normal. Ils sont à leur place, moi je suis à la mienne et j'ai mon job parce que moi je sais que c'est la décision juste. C'est celle qui m'a permis de pas virer des gens, qui m'a permis de restructurer de façon sereine finalement l'activité. Mais sur l'instant, bah, ceux qui prennent l'information, ils ont pas ce recul, c'est normal. Ils sont pas encore là où j'en suis. Et donc, faut accepter qu'à ce moment-là, bah, il y a de la colère, un peu de négo, ils ont essayé, hein, évidemment, et in fine l'acceptation. Mais il se passe quand même un peu de temps entre les 2, entre le moment où on annonce les choses et quand on dit: «Ah oui, c'est vrai, en fait, tu avais pas forcément tort» et cetera. Et pendant ce temps-là, parfois, c'est hyper dur à vivre. En fait, le message que je veux vous passer ici, c'est que vous pouvez pas leur demander de vous rassurer sur les décisions que vous prenez. Vous pouvez pas leur demander de vous approuver, de comprendre quand vous faites des décisions difficiles. C'est pas leur job. C'est pas leur job de vous rassurer. Le filtre juste, c'est ce qui va vous aider. C'est, pas de se dire, «Est-ce que ça va leur plaire si je fais ça?» mais est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est équitable? Et pour savoir ce qui est juste, bah, il faut avant tout un référentiel. Il faut savoir par rapport à quoi. C'est un petit peu comme la loi, il faut des lois, pour, rendre la justice. C'est un peu la même chose, si je puis dire et donc c'est de créer un cadre et vous, en tant que manager, bah, vous êtes garant de ce cadre. Qu'est-ce qu'on emporte là-dessus? Ce qu'on emporte, c'est que si vous avez une décision difficile à prendre prochainement, premier tips, demandez l'avis des protagonistes. Demandez l'avis sous ce format: «Qu'est-ce que tu ferais à ma place?» Ils vont vous étonner parce que souvent, ils sont beaucoup plus durs que vous. Parce qu'ils s'attendent en fait, ils savent quand ils font un truc qui est pas OK. Ils s'attendent à une punition. Quand j'ai punition, je schématise, hein, mais et donc en fait, ils vont souvent vous étonner là-dessus et en plus, donc 2 effets qui se coulent, ça va vous mettre un tout petit peu plus à l'aise et 2, vous allez même pouvoir avoir limite le rôle du sympa en faisant finalement prenant une décision peut-être un peu moins dure que celle à laquelle ils s'attendaient. Mais pour autant, une décision juste. Posez-vous la question, est-ce que c'est juste par rapport à ceux qui jouent le jeu? Ceux qui ont les bons comportements dans l'équipe? Est-ce que ma décision, elle est juste? Et enfin, est-ce qu'il y aurait une décision qui est plus adéquate pour atteindre les objectifs de performance? Parce que, désolée de le rappeler, mais notre feuille de route en tant que manager, c'est quand même que les résultats soient là. Petit mantra, que moi je me suis créé au fur et à mesure pour mieux vivre ces situations-là, c'est de me dire que quand je suis juste dans une décision, je valorise les bons comportements autant que je sanctionne les mauvais. Et sachez-le, il y a une étude de LinkedIn qui avait été faite sur les causes de départ des gens dans les boîtes et dans le top 5 des réponses avant la question de l'argent, sans déconner, il y avait le fait, de voir les gens qui se comportaient pas bien, qui étaient pas des contributeurs positifs, ne jamais être réprimandés dans l'entreprise. Et donc en menant ces petites actions, on commence, à changer sa posture de: «Je cherche à plaire, à être validé», ce qui, on va pas se mentir, a un gros défaut de crédibilité, à: «Bah, je suis un leader juste qui sécurise le cadre de l'équipe». Il y a toujours pas de questions, donc je continue. Hop, la troisième erreur, c'est justement de pas avoir de cadre, parce que je vous dis, il faut être juste et être garant du cadre, mais si en fait vous avez pas de cadre à la base, bah, forcément, c'est très difficile d'assurer le rôle de garant, mais c'est aussi très difficile pour votre équipe de savoir comment naviguer. Ce qui est attendu, où est-ce qu'elle peut aller, où est-ce qu'elle peut, finalement s'aventurer au sein de son équipe. On arrive sur un sujet sur lequel, je vais pas vous mentir, je pourrais vous parler pendant des heures parce que c'est un très gros travail à faire. Évidemment, on n'a pas des heures, donc j'ai simplifié au maximum sur 3 niveaux de cadre, les 3 niveaux de cadre essentiels que vous devez définir au sein de votre équipe. Le premier cadre, c'est le cadre immuable. C'est le cadre sur lequel il n'y a pas de négo. C'est-à-dire que vous dites que les choses vont se passer comme ça et elles vont se passer comme ça. Il y a 2 choses dans ce cadre immuable. Bah, il y a le cadre de l'entreprise, donc ce que l'entreprise elle impose, la stratégie, le CRM, les outils, la politique interne et cetera et cetera. Ça, c'est pas négociable, c'est le cadre de l'entreprise et ce qui est non négociable pour toi, pour vous. Qu'est-ce qui est, c'est comme ça avec moi dans mon équipe et c'est pas autrement. En fonction des personnalités, c'est hyper varié. Il y en a qui vont être uniquement sur des règles de qualité business. Type, moi j'avais par exemple, on fait pas un compte rendu de rendez-vous client à plus que J+1. C'était déjà dur pour moi d'attendre J+1. Moi, c'était, J+, une demi-journée. On fait voilà.
ce délai-là, il n'est pas au-dessus. En fait, je serai garante aussi de vérifier ça et quand tu dépasses la limite, c'est pas OK. Il y en a pour qui ça va être peut-être, le sujet de l'horaire, par exemple, oui, je veux que tout le monde soit là avant, 9:00, 9:30 pour les Parisiens, 8:30 pour les Lillois, on s'adapte. Barcelone, je sais pas, 10:00? Bon. C'est un peu cliché. 2e cadre, c'est le cadre participatif. Le cadre participatif, c'est celui que tu vas construire avec ton équipe. Celui dans lequel tu dis: «OK les gars, bah, c'est quoi les rôles des uns et des autres? Comment on veut fonctionner en tant qu'équipe, en termes de routine, de rôle, en termes de valeurs? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans la vie de notre équipe? Qu'est-ce qu'on veut représenter d'ailleurs les uns pour les autres au sein de cette équipe? Comment on veut travailler? Quelles sont les choses qu'on veut communes à l'ensemble de l'équipe et qu'on va construire ensemble?» Et enfin, on a le cadre libre qui est quand même important de préciser. C'est dire en fait ça tu fais comme tu veux. Ça, c'est comme chacun veut et donc on vient pas dire: «Oh, il devrait faire ci, il devrait faire ça, machin». C'est le cadre libre. Les cadres, ils sont interdépendants. C'est-à-dire que si tu veux à un moment donné qu'on respecte ton cadre immuable, bah, ça ne va fonctionner que parce que tu as créé un cadre participatif à un moment donné, un truc collectif avec ton équipe et parce qu'elle a aussi, sa dose de liberté dans la façon dont vous fonctionnez. Ça permet une vraie convergence, en fait, quelles que soient les personnalités de ton équipe, quelles que soient les générations, parce qu'on a souvent aussi des questions de génération dans les attentes vis-à-vis du manager et vis-à-vis des collaborateurs. Ben, en fait, de créer ces cadres, d'expliciter ces cadres au sein de l'équipe, parce que tout est là, hein, c'est expliciter qui est aussi très important. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de me dire: «Oui, bah, moi je sais très bien ce qui est OK, ce qui est pas OK pour moi». La question est: est-ce que tu es sûr que ton équipe est au courant? Et donc, c'est de poser vraiment clairement les attentes de chacun. Voilà ce que j'attends de vous et dites-moi ce que vous attendez de moi. Vous avez le droit à un moment donné, quand ils vous disent ce qu'ils vous attendent de vous, vous pouvez dire, là, oui, là, non, hein. Si jamais ils attendent trop, ne vous faites pas avoir. Mais, il faut créer ce sujet-là pour que les cadres, ils soient hyper clairs. Hem, Souvent quand j'accompagne mes équipes et pour le coup dans le programme, c'est un de mes plus gros challenges, on crée vraiment une réunion autour de ça, pour vraiment créer finalement une forme de quelque part de manifeste de l'équipe avec, les valeurs, la façon dont on fonctionne, les rituels, qu'est-ce qu'on aime faire et ça a une puissance, assez dingue, à la fois dans l'engagement des collaborateurs, mais également, finalement dans la sécurisation du cadre et donc dans le fait que toi, tu peux te détendre 5 minutes en fait. Parce que les choses, elles sont planifiées, elles sont organisées, l'espace, il est délimité et chacun sait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Le takeaway là-dessus, moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà, si c'est pas le cas, de bloquer au minimum vraiment j'ai été sympa parce que j'ai mis que 90 minutes, c'est plus normalement. Un créneau sacré, de 90 minutes, idéalement chaque semaine, qui est uniquement pour réfléchir à ta stratégie, la vie de l'équipe, comment tu veux amener telle ou telle personne sur, telle nouvelle compétence et cetera. Pendant le premier créneau que tu vas positionner pour faire ça, je vais te demander de définir au moins 3 immuables pour toi. Je vous remets des exemples, hein, on arrive plus tard, au plus tard à 9:30, les mails post-rendez-vous, c'est à J+1, et vous allez aussi éventuellement en profiter pour dire: «Tiens, est-ce il y a un cadre de l'entreprise que je suis tout le temps en train de rappeler?» type, la mise à jour du CRM ou, autre, heu, que je vais remettre là-dedans et prochaine réunion, je les communique clairement. Je dis: «OK, hop, je veux prendre un moment pour vous dire que ta 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 ta. À partir de maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait ceci, ceci et cela. Tes questions». Le but, c'est vraiment que tu sors de cette impression, un peu de devoir improviser, qui crée du flou pour ton équipe, pour créer vraiment un cadre sécurisant et productif. Très clair jusque-là, merci, super, donc toujours pas de questions. Erreur numéro 4, se sentir responsable de tout. Toujours pas, ouais, non, je vérifie, j'ai eu une petite notif, non, c'est bon. Se sentir responsable de tout. Bon, celle-là, c'est un peu la bonus, qui reprend quand même un peu beaucoup de choses qu'on a vues dans les trappes précédentes, mais normalement, elle parle à tout le monde. Moi, je sais que pour le coup, quand j'ai commencé, je me sentais vraiment responsable de tout et donc pendant plusieurs années, si, on était sur un gros dossier et que même si c'était pas, mon dossier, en moi-même, en fait, je tenais les échéances, je surveillais, je pouvais me reconnecter à pas d'heure pour vérifier que ceci, que cela, comme si c'était ma responsabilité de faire avancer les choses et il y a un peu aussi ce mythe de l'omniprésence, de se dire: «En fait, si je suis sur tous les fronts, si je suis partout et bah, ça veut dire que je suis un bon manager». La réalité, c'est que tu bloques ton équipe.
autant que tu l'aides et même, plus et donc tu es le frein. Mais c'est hyper humain de, savourer un petit peu ce truc-là aussi. C'est un peu difficile, à expliquer, mais il y a une partie de vous qui a envie d'en sortir parce que c'est épuisant et il y a une partie de vous qui, en fait, est en sécurité dans cette zone parce qu'être partout, c'est aussi, se sentir crédible. Parce que quand on vous demande de l'aide, bah, vous avez la réponse et quand vous avez la réponse, vous avez l'impression d'être à votre place et donc de montrer que vous êtes à votre place, d'être crédible, d'être légitime dans votre job. Pour autant, je vais quand même vous inviter à changer un peu d'état d'esprit et d'accepter d'une part que, bah, en fait, votre niveau d'exigence, il va pas forcément être 100 respecté au sein de votre équipe. Le niveau d'exigence que vous avez en tant que contributeur individuel, super top performer, ben, vous pouvez néanmoins avoir évidemment un niveau d'exigence élevé dans votre équipe, mais ce sera peut-être pas exactement le même ou sur les mêmes points que celui que vous aviez pour vous tout seul. Votre job, c'est de créer aussi un niveau d'exigence qui correspond aux besoins et aux besoins du business et aux capacités de votre équipe. Et c'est de mettre en place de la délégation. Et là, je vous donne ces pépites. Cet endroit, il est pépite. J'ai presque envie de faire des grands signes pour que les gens qui sont en replay voient qu'il faut s'arrêter à cet endroit-là. Heu, Mettre en place de la délégation. Pourquoi? La délégation, donc ça, c'est le truc que tu veux pas faire et rassure-toi, tu es pas tout seul. J'accompagne en ce moment un groupe d'une vingtaine de managers qui sont managers pour la plupart depuis plus de 10 ans, qui accompagnent des équipes de 20 à 200 personnes et qui sont toujours dans une vraie galère sur le sujet de la délégation. Pourquoi? Parce que si tu te challenges pas, si tu forces pas un peu le truc pour toi-même et pour ton équipe, ben, en fait, ça ne fonctionnera jamais. Parce que tout le monde est très content de te laisser tout à gérer. Le premier petit tips que je te partage, c'est passe ton singe. Imaginez que le singe, donc sur votre épaule, vous avez encore des petits citrons avec leurs petits singes tout mignons. C'est une tâche en fait. C'est une tâche dans ta to-do list, dans ta charge mentale, mais c'est une tâche qui est pas forcément à toi, c'est pas forcément à toi de la réaliser cette tâche. Tu accumules des singes au fur et à mesure parce que ça te semble en fait, tu fais, tu gères, tu t'en occupes et cetera. Ça vient nourrir un peu ton moteur de: «Je suis crédible, je suis dans mon truc» et cetera, mais alors derrière, en fait, tu as plus le temps de rien. Pose-toi la question: «Qu'est-ce que je fais que quelqu'un d'autre dans mon équipe pourrait faire?» Je te donne un exemple. Franchement, 100 des managers que j'ai accompagnés, quand ils croisent un commercial qui vient en disant: «Oui, il y a tel truc, nanana, faudrait qu'on se voit sur tel client. OK, bah, écoute, bouge pas, je vais organiser la réunion avec machin et machin». Tu es là: «Mais en fait, c'est pas à toi de le faire. Le commercial, il sait organiser une réunion, regarder les agendas, la disponibilité du mec du juridique et machin». Donc attention, ne vous transformez pas en secrétaire parce que sinon bientôt vous allez vous retrouver à faire les smoothies pour votre équipe. Donc attention à ce singe. Vous allez voir, ça c'est une petite astuce. Dès que vous comprenez un peu cette image du singe et que vous y faites attention dans votre journée, vous allez les voir partout. Vous allez voir toutes ces fois où vous prenez des singes alors que vous pourriez très bien les laisser à votre équipe ou même les déléguer complètement et dire: «Bah tiens, ça c'est ta mission, ça c'est ton rôle». Double effet qui se coule. Oui, j'ai des références de mon âge. Le premier, c'est que, bah, ça vous dégage du temps à vous et qu'eux, ils gagnent en autonomie. Les gens adorent être responsabilisés sur des missions. Pourquoi se priver de passer le singe? Et petite astuce numéro 2, et là c'est vraiment pépite, c'est le mode proposition. Alors c'est pépite et en même temps c'est difficile. Le mode proposition, heu, c'est dire en fait à vos équipes: «Vous venez plus me voir si vous avez un problème, mais que vous n'avez pas réfléchi à la solution». Si tu viens me voir avec un problème, tu viens me voir et tu me dis: «Bah, voilà le problème et voilà la solution que je propose». Je suis pas serein sur la solution, sinon je viendrais pas te demander. Je suis pas 100 serein, mais quand j'y réfléchis, voilà ce que je propose. Alors, je vais être honnête avec vous, au début, ça marche pas. Au début, ça marche pas, mais pas du tout. Non, je vous le dis parce que vous allez le tester, après vous allez me dire: «Ouais, ça marche pas du tout ton truc». C'est normal. Pendant plusieurs semaines, ça ne marche pas. Vous allez avoir 2 comportements différents. Le premier comportement, ça va être celui qui dit: «Bah, c'est pas mon job de savoir, c'est toi le manager». Alors celui-là, s'il est en pa pardon, celui-là, il va falloir lui réexpliquer où il est attendu, hein, et que le but, c'est aussi qu'il évolue. Et donc que votre job, c'est pas de lui donner les réponses tout cuit dans le bec. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lui dire: «Bah, en fait, moi, je l'ai la réponse. Bien sûr que j'ai une solution. Bah, tu avais même pas dit la moitié de ta phrase que j'avais déjà la solution. Cependant, ce que je veux, c'est que toi, tu réfléchisses. Parce que déjà, bah, ça va te faire monter en puissance et aussi, ça va te permettre, toi,
peut-être de trouver une solution auquel moi j'avais pas pensé et qui serait tout aussi bonne, mais qui te correspondrait peut-être plus, voire même meilleure parce que j'ai pas la prétention de penser que j'ai les réponses à toutes les questions. Donc sur ce profil-là, vous allez devoir expliquer que, bah, c'est pas parce que, vous avez la réponse que vous allez la donner. C'est dur parce que sur le moment, vous avez envie de la donner, c'est normal, c'est plus rapide. Vous savez, il y a certaines personnes dans votre équipe, vous savez qu'ils vont pas avoir une bonne idée, OK? C'est normal, au début, ils ont du mal à avoir des bonnes idées. Il faut leur laisser un petit peu le temps. Donc vous avez envie de donner la réponse parce que ça va plus vite, sur le court terme. Sauf que, bah, du coup, vous les entraînez à venir vous voir et vous devenez un: «OK Google, comment je dis à mon client que ceci ou cela?» Deuxième profil que vous pouvez avoir, c'est, celui qui vraiment il n'y arrive pas. Il sait pas. Il sait pas, il sait pas, il sait pas et il propose vraiment des très, très mauvaises solutions. Pareil, bah, faut tenir. Allez-y les gars, allez-y les gars, je suis avec vous, quoi. Faut tenir un petit peu et il faut tenir même si ça prend un peu de temps. Évidemment, si c'est une urgence business pour un truc qui va exploser demain, vous prenez la main, mais en vérité, 95 des cas, c'est pas le cas. Donc tenez, dites-lui: «Ouais, reviens», mais c'est pas grave en fait s'il vient avec une proposition de merde, hein, pardon, mais s'il vient avec une proposition de merde, remerciez-le. Super d'y avoir réfléchi. Voilà ce que je te propose pour challenger. C'était pas une bonne idée, mais c'est pas grave, au moins il a essayé et c'est ça qu'on veut aller récompenser, c'est qu'il a essayé. Sur le long terme, ça va devenir un réflexe. Ils vont plus venir vous voir sans avoir réfléchi. Au début, c'est pas un réflexe. Au début, vous allez dire: «Qu'est-ce que tu proposes?» et ils vont revenir. Au fur et à mesure, ça va être un réflexe et donc quand ce réflexe va fonctionner, déjà, vous allez avoir 2 fois moins de sollicitations parce qu'ils vont commencer à trouver des solutions tout seuls, dis donc. C'est incroyable et bah, oui, surtout quand c'est la troisième fois qu'ils le demandent et deuxième, bah, vous allez avoir des gens qui commencent à avoir des supers idées. Parce qu'ils se sentent aussi valorisés parce que vous leur demandez ce qu'ils proposent. Ils se sentent, aussi un peu plus responsables de leur business. Ils peuvent aussi avoir des réponses. Ils sont pas censés, tout attendre de vous. Vous êtes pas la parole unique et c'est vrai et vous allez peut-être avoir des supers idées, des super stratégies auprès de clients auxquelles vous auriez pas pensé parce que, bah, vous êtes pas votre commercial et qu'il a ses propres idées à lui. Voilà, c'est 2 pépites. Pareil, ça je pourrais vraiment rester dessus pendant des heures, mais j'ai décidé de faire, 45 minutes à 1 heure sur le webinar, donc je fais court, mais je voulais vraiment vous les donner. Le takeaway, c'est évidemment de commencer à se dire: «Tiens, je vais lister 3 singes que je peux passer dès demain dans mon équipe». Exemple, planifier les réunions d'équipe. Oh, le rôle du garant du CRM un jour, ça je le fais faire, très souvent à mes clients. Hem Alors, évidemment, ceux qui sont au top de l'IA, déjà, avec l'IA qui remplit leur CRM, vous n'êtes pas concernés. Mais bon, pour tous ceux qui sont pas encore à ce niveau-là et qui sont toujours en train de courir après leur sales pour remplir le CRM, bah, en fait, c'est insupportable et il y a pas de valeur ajoutée à faire ça. On est d'accord? Vous épuisez, vous avez envie de les taper, de les lancer contre le mur. Pardon, ça réveille des trucs, hein. Et en vérité, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Créez le rôle tournant, c'est-à-dire, vous créez un agenda et chaque semaine, en fait, c'est un membre de l'équipe qui est responsable de, tel jour, telle heure, le CRM, il est parfaitement à jour et c'est à lui d'aller relancer ses petits copains. Alors déjà, vous verrez qu'ils sont plus sympas entre eux qu'avec vous, donc ils auront moins besoin de relancer parce qu'ils veulent pas embêter leurs copains, alors que vous embêtez vous, ça les gêne moins et en plus de ça, ils vont se rendre compte quand c'est leur rôle d'être le garant de à quel point c'est pénible de faire ça. Mais en fait, c'est le devoir de chacun, faites tourner le rôle et vous n'avez plus ça à gérer. Celle-là, si jamais c'est un pain que vous avez, elle va vous changer la vie et organiser le prochain team building. Alors je sais, on a souvent envie, de le faire soi-même parce qu'on se dit: «Je vais leur faire des surprises, je vais leur faire machin». Non, en fait, ils adorent s'en occuper. Vraiment, ils adorent s'en occuper et eux, ils auront les idées qui leur plaisent. Voilà. Bon, vous risquez de vous retrouver comme moi à faire une Spartan Race, avec toute votre équipe qui vous attend parce que vous galérez derrière avec votre sac. Mais pour autant, eux, ils seront vraiment contents parce qu'ils auront choisi. Hein, moi, ma proposition, c'était qu'on fasse du bénévolat pour une association, ça a pas été retenu. Hem, 2e takeaway, je teste le mode proposition pendant 3 semaines, 21 jours, ce qu'il faut pour créer une habitude, si vous connaissez un peu les cycles de 21 jours et pour vraiment se dire: «Je teste pendant longtemps». Ce test-là, il est pas facile, hein, je le redis, mais vraiment, il peut vous changer la vie du management et pour votre équipe aussi. Vous allez créer des gens autonomes qui réfléchissent versus à des gens qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Donc je passe du «je suis en tension permanente parce que je dois être partout» et je suis un goulot d'étranglement parce que si je ne suis pas là, les choses ne se débloquent pas, à je prends du temps pour réfléchir à la stratégie et je fais monter en compétence mon équipe. Est-ce qu'il y a des questions ici? Alors je vois qu'il y a pas de questions, mais il y a pas mal de réactions. Petites réactions.
Comment faire pour être moins omniprésent sans pénaliser la performance, le temps que l'équipe monte en compétences et se responsabilise? Alors, heu, c'est le bon vieux 80-20 en fait qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire qu'il faut que tu priorises. Il y a des dossiers de ton équipe, là, aujourd'hui, sur lesquels tu passes du temps, où tu sais qu'ils ont peu de chances de signer. Ceux-là, tu les laisses se débrouiller tout seuls parce que c'est pas grave s'ils foirent. Tu vas que sur les deals où il y a une possibilité de conversion qui est vraiment forte. Hem, Tu acceptes encore une fois de lâcher un petit peu prise et le fait de créer aussi le cadre, notamment sur la partie, business. Typiquement, dans ton cadre immuable, de créer finalement c'est pas un playbook sales, mais des étapes de suivi des clients et cetera qui sont un peu gravées dans le marbre. Voilà ce que j'attends de vous parce qu'en fait, vous êtes junior, donc pour l'instant, je vous demande pas d'avoir votre façon de gérer vos clients à votre façon. Tu pourras le faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Là, pour l'instant, tu vas respecter cette façon de faire-là, et tu vas juste lever la main quand il y a un truc qui sort de l'ordinaire, plutôt que, je suis obligé de venir regarder, tout. Ce qui peut aussi t'aider, c'est de créer un système avec beaucoup de remontées d'informations. J'espère que tu as un bon CRM et vraiment de retravailler sur, ce dont tu parles dans tes one-one avec ton équipe pour que ce soit, très pertinent sur le business, que tu aies les infos sans passer ton temps à aller les chercher. Parce que souvent, on s'épuise aussi à aller chercher l'information, parce qu'elle n'est pas remontée suffisamment, correctement. Est-ce que ça répond à ta question? Dis-moi si jamais ça répond pas, j'essaierai d'aller plus loin. Mais en gros, il faut accepter qu'il y ait des trucs que tu vas lâcher, et tu vas avoir des bonnes surprises aussi parce qu'ils vont s'en sortir. Et donc crée vraiment des moments où, tu es que sur, ta performance à toi si c'est nécessaire, être moins présent. Heu, Parce qu'en fait, ça va aussi te donner le recul nécessaire pour savoir où tu dois être. Parce que là, en fait, tu as tellement, tu enfin, tu tellement la tête dans le guidon que tu ne vois plus ce qui est efficace et ce qui l'est pas. Crée des moments où tu es pas présente, où tu es pas dispo pour te dire: «OK, où est-ce que je suis vraiment utile? Où est-ce que je fais vraiment transformer les deals?» Et donc monter en puissance mes équipes. Comment faire avec une équipe junior tout en garantissant le niveau de qualité requis? Un peu la même réponse, créez votre playbook, créez des bases. Enfin, aujourd'hui, en plus, il y a tellement de travail au niveau de la préparation et de la qualité des préparations qui peuvent être améliorées avec l'IA sur la préparation des rendez-vous, la compréhension des enjeux clients, sur les formats, comment on rédige un mail, comment on fait ceci, comment on fait cela. Déjà tout ça, ça peut être, vraiment, vous pouvez vraiment créer un niveau assez homogène, facile à suivre, même pour des profils assez juniors. Hem et choisir vraiment les deals sur lesquels vous allez être présent. Moi, je suis une grande fervente, pardon, des workshops pour justement la partie qualité et le fait de se dire: «Bah, tiens, on fait un workshop avec», vous mutualisez, si vous avez toute une équipe junior, en plus, c'est génial, hop, tout le monde en même temps et on crée cette habitude de recherche de la qualité, de recherche d'excellence. On s'entraîne pour être meilleur, auprès des clients. Tu peux pas être à tous les rendez-vous de tes commerciaux, mais tu peux tout faire venir tous tes commerciaux à un workshop, les écouter sur comment ils présentent ceci, cela, les challenger et qu'ils aient envie parce qu'entre commerciaux, on est comme ça. On a envie qu'au prochain workshop, on ait des compliments et qu'on ait une présentation qui déchire et une façon qui voilà. C'est aussi comme ça qu'on fait monter en puissance et qu'on fait augmenter le niveau de la qualité auprès des juniors. Situation inversée, une grosse partie de mission de ma team est très technique, mission que je ne maîtrise pas. Merci petit pouce. Comment je heu, Comment prendre en légitimité et les aider quand je ne peux pas répondre à leurs questions? En gros, comment manager quand on ne peut pas manager par l'exemple? Alors ça, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui est pas le plus fréquent, auprès des managers, commerciaux purs, parce que souvent on est passé par ce côté, top vendeur avant d'être manager. Mais en fait, si, il y a des sujets techniques à l'intérieur de ton business, en fait, à l'intérieur de ta boîte, il y a des référents techniques et ton rôle, en fait, c'est éventuellement de faciliter l'accès à cette ressource. C'est de solliciter, de créer peut-être des moments où, de dire: «OK, en fait, j'identifie qu'il y a un besoin technique assez récurrent sur ces sujets-là. Je vais aller voir une personne dans la boîte qui a cette compétence, qui peut être d'ailleurs dans ton équipe et je vais voir avec elle comment on peut organiser un transfert, un partage de ces compétences. En tant que manager, tu es pas là pour avoir toutes les compétences que ton équipe doit avoir, mais tu es quand même là pour lui donner accès à toutes les compétences dont elle a besoin.
Donc si tu peux pas faire par exemple, tu peux au moins faire par le fait d'aller mettre en place des choses, d'aller chercher de la ressource, d'aller chercher des compétences au sein de l'entreprise, même au sein de ton équipe. Si tu as des experts sur tel et tel domaine, en fait, tu vas aller voir, tu leur dis: «OK, tu es expert là-dessus, ils ont besoin de monter en puissance. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Quel temps tu peux y allouer pour, partager ça au sein de l'équipe?» Encore une fois, c'est super, tu délègues et en plus de ça, tu responsabilises et ça permet d'avoir, des équipes encore plus engagées. Est-ce possible de le positionner sur une équipe junior? Ah oui, donc c'est sympa, ça celle qui attend son retour surtout. Hem, alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que c'est possible de se positionner sur une équipe junior qui attend un retour surtout? Alors, les équipes juniors, elles ont besoin de beaucoup de feedback. Surtout les générations qui sont en train d'arriver sur le marché, elles ont besoin de beaucoup de feedback, à la fois sur, ce qu'elles peuvent faire mieux, mais aussi sur ce qu'elles font bien. C'est un autre de mes thèmes préférés. J'ai résisté, je n'en parle pas dans ce webinaire. Mais si vous ouvrez la porte, j'y vais quand même. Hem, il faut faire beaucoup de feedback positif. Il faut faire beaucoup de feedback sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font bien, parce qu'ils ont besoin de le savoir pour pouvoir le produire. Sinon, sachez-le, ils sont en panique. Faut pas oublier que c'est des gens qui étaient en école il y a pas très longtemps et qui avaient l'habitude de faire l'exercice une seule fois. On leur donnait une note et ils passaient à un autre exercice. Là, on leur demande de refaire, de refaire, de refaire et d'améliorer. Petit conseil pratique en 2 secondes, faites beaucoup de feedback positif. Il y a un ratio de 7 à 3. 7 fois plus de positif sur 3 versus 3 en termes d'impact, il faut dire 7 fois plus de positif pour compenser, du négatif qu'on va dire en face. Donc vous ne pouvez pas en dire trop, donc allez-y. Et le négatif, plutôt mon input là-dessus, c'est de vous recommander de limiter à 2 choses à améliorer. Si vous faites une liste comme ça à chaque fois, en fait, il y a un sentiment de je vais noyer, en fait, dans ce que je dois améliorer. Je suis nulle, je vais pas y arriver et puis, donc il y a pas beaucoup de choses qui changent. Prenez les 2 choses les plus importantes qui vont faire la plus grosse différence entre cette fois et la prochaine et puis au fur et à mesure, vous en rajoutez 2 à chaque fois et vous allez avoir un niveau qui va augmenter. Hem, sur le fait qu'ils attendent une réponse sur tout et si c'était par rapport à la question du mode de proposition notamment, en fait non, responsabiliser comme si c'était des seniors. Bah oui, en fait, tu es junior, mais enfin, tu as un cerveau. Enfin, à un moment donné, tu as peut-être une idée. Je te demande pas d'avoir la meilleure idée du siècle, je te demande déjà d'y réfléchir. Si tu as une idée et qu'elle est nulle, c'est pas grave, on va se marrer et puis c'est tout. Et en vérité, vous allez être surpris parce qu'en fait, les juniors, ils ont l'impression qu'ils ont le droit de rien faire sans vous. Ils ont l'impression qu'ils vont savoir rien faire sans vous, mais plus vous allez leur en donner l'opportunité, plus vous allez voir que l'autonomie, c'est un truc qu'ils gèrent plutôt bien. Hop, voilà et pour alors contexte, au sein de mon équipe, je vais avoir des personnes très autonomes qui respectent leurs échéances et avec qui je suis alignée en termes de méthodo et de travail et des personnes qui sont moins en phase avec mon mode operandi. Avec ces derniers, je vais être omniprésente pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur ou d'oubli. Le bémol, c'est que ça crée un décalage en termes d'ambiance et d'environnement de travail. À défaut de les remercier, je me demande comment faire pour homogénéiser mon niveau d'omniprésence sans créer de gros décalages. Non, elle n'est pas trop longue ta question, il n'y a pas de souci. Heu, alors, ce qu'il te faut, c'est ne pas créer 2 équipes à l'intérieur de ton équipe. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Ce qu'il faut, c'est que tu acceptes l'évidence qu'il y a 2 populations de seniorité différentes au sein de ton équipe et il faut le poser en plein milieu de la table, en fait. C'est pas: «Voilà comment je vais être avec vous, voilà comment je vais être avec vous». C'est: «OK, on va se poser tous ensemble». Bon, ça revient un peu à mon gros challenge de la réunion d'élan, comme je l'appelle, qui est dans le programme Team Up, qui est l'idée de se dire, en fait, concrètement, qui on va être en tant qu'équipe. Parce que, bah, il y a des gens qui sont hyper seniors, il y a des gens qui sont hyper juniors. Mais tu veux que tout le monde se connaisse, tu veux que tout le monde arrive et ait envie de travailler ensemble parce que tu as un cadeau en vérité. Tu te dis: «En fait, c'est relou parce que j'en ai des seniors d'un côté, j'ai pas besoin de trop machin et donc ça va créer une différence», alors qu'en fait non, tu as des relais et des gens à faire monter en puissance. Donc en fait, tu as des ingrédients hyper intéressants parce que de la même façon, si tu poses un peu la question, tu vas te rendre compte que tu as des profils seniors qui vont être hyper partants pour prendre un rôle sur tel ou tel truc auprès, des profils un peu plus juniors et tu vas créer une dynamique en fait de partage et de montée en compétences qui va être assez fluide plutôt que de se dire: «Bah, il y a eux qui sont comme ça et il y a eux qui sont comme ça». Et après, encore une fois, tu peux te servir dans ce qu'on a vu aussi du cadre immuable. Je te donne un exemple. Moi, dans mon cadre immuable, les profils qui avaient moins de 2 ans d'expérience, je les voyais toutes les semaines. Ils avaient le droit de choisir si c'était une demi-heure ou une heure, mais je les voyais toutes les semaines.
C'était mon cadre immuable. Les personnes qui avaient plus de 2 ans d'expérience, je voulais les voir au minimum une fois toutes les 2 semaines. S'ils avaient envie de me voir toutes les semaines, je les voyais toutes les semaines, c'est pas le sujet. Je me rendais disponible si c'était leur souhait. Mais moi, ma limite minimum, c'était ça. Et c'est des règles qui étaient pas personnelles à telle ou telle personne, c'était des règles pour l'équipe que j'ai communiquées à tout le monde en même temps. Et ça, en fait, c'est pas discutable parce que et tu vas pas avoir de problème par rapport à ça parce que, bah, les juniors, ils vont se dire: «Bah, oui, c'est normal» et puis, bah, tiens, vivement que je sois à au moins 2 ans d'expérience parce que comme ça, je serai plus obligée, de la voir toutes les semaines. Bon, évidemment, je caricature, ils sont sûrement très contents et tu vas te rendre compte que dans le temps, souvent, ils demandent quand même toujours, toutes les semaines. Mais ils ont le droit, ils sont pas obligés de l'avoir. Et tu vois, avec des petites choses comme ça, tu peux finalement expliquer un peu, bah, comment ça va fonctionner, ensemble. Est-ce que ça répond à ta question? Super. Hop, je vois qu'il est 13h54, on va être, dans les temps. Là, mon objectif sur ce webinaire, c'était vraiment de vous accompagner, à commencer à changer un peu de posture et donc à changer vos résultats. C'est des petits pas, mais ces petits pas, ils doivent quand même vous permettre de commencer à avoir une posture un petit peu plus, réfléchie, un petit peu plus stratégique et un peu plus choisie que, finalement de subir, le quotidien, les équipes, la pression, les attentes. Ça résout pas tout, hein, ce webinaire, j'en suis bien consciente, mais ça vous donne au moins un aperçu, bah, déjà, de ce que vous pouvez faire tout de suite et puis, ben, de ce que je fais, et de ce mode action qui est pas du tout un hasard parce qu'en fait, c'est au cœur de ce que je fais moi avec Teamup. Pour vous en parler un petit peu, Teamup, c'est un programme que j'ai créé, qui vient d'un constat. Donc, le premier constat, c'est que ce job, il est super dur. Je vous en parlais au début, de notre webinaire, c'est que le job, il est très dur, il est de plus en plus difficile et pourtant il est magnifique. La façon dont il est, accompagné dans les entreprises, c'est soit avec des formations, qui sont choisies, par des RH que j'adore, hein, il y a pas de problème, mais qui sont souvent, très corporate avec des mises en situation, lambda qui ressemblent pas à notre quotidien, et qui même quand elles sont hyper intéressantes, bah, en fait intellectuellement on se dit: «Ah j'ai appris plein de trucs, c'est génial», ben, ça vient pas changer notre quotidien. Et ce constat, moi, je l'ai vécu, je l'ai vraiment, vu et donc je me suis dit: «OK, mais comment on fait un truc où, on transforme vraiment, on met en application dans sa vraie vie de manager, auprès de son équipe, de telle ou telle personne, pas d'hypothétique, de machin et cetera». Et j'ai concocté, le programme Team Up, qui est un mélange en fait entre, de la formation, heu, des challenges, bah, on se refait pas et et de la communauté. Parce que le job de manager, quoi qu'on en dise, c'est un job de solitude et c'est pas facile à vivre et qu'en fait, quand on le fait avec une cohorte, quand on le fait avec un collectif, bah, ça a pas du tout la même saveur et en plus de ça, alors moi j'ai mon expérience, j'ai vécu plein de trucs, j'ai formé, plein de managers, j'ai accompagné plein d'entreprises, dans leur programme de management, OK. Mais j'ai pas tout vu, j'ai pas la science infuse, vous êtes pas exactement comme moi, vous allez pas vivre les choses exactement comme moi et en fait, vous avez aussi quelque chose à apporter au collectif et je pense qu'on apprend autant avec ses pairs qu'on apprend en testant des choses, des méthodes ou des concepts ou des théories et cetera et donc le but, c'était vraiment de créer un programme qui est hyper concret pour, transformer dans la réalité et pour accompagner les gens, pas sur leur place maintenant, mais pour leur carrière. Pour bien vivre ton job maintenant, aussi bien pour l'entreprise, vraiment, l'entreprise a énormément bénéficié de ce programme, mais moi, mon client, c'est toi. La personne que je veux rendre, heureux, que je veux rendre épanoui dans son job, et prêt au suivant, bah, c'est toi et donc c'est pensé vraiment pour les managers. C'est un pari, mais c'est mon pari et j'y crois beaucoup et donc dans Team Up, on a un cadre, on teste, on partage, on change, on dynamique ensemble, donc il y a beaucoup de moments de partage, de moments de coaching collectif, que ce soit à distance ou en présentiel, avec un programme qui dure 3 mois. La première cohorte fondatrice démarre le 5 mai et ça va être le fuego. C'est une formation qui est vraiment pensée en connaissant votre agenda parce que on se sait, avec des contenus en format asynchrone sur des vidéos et des contenus textes très courts pour que vous puissiez, en regarder un petit bout en allant, à un rendez-vous client dans le métro ou, bref, pendant la pause déj, enfin comme vous en avez envie. Donc des formats courts, des contenus qui sont très orientés, concrets, business, des challenges. Chaque grand thème, chaque méthode, chaque sujet a son petit challenge pour pouvoir, finalement, bah, transformer vraiment dans ton quotidien, dans ton management, bah, finalement telle ou telle chose et tu testes.
Il y a pas une seule façon d'être manager, il y a pas une seule bonne posture de leader, il y a la tienne, celle avec laquelle tu vas être en adéquation, alignée, authentique et le but, c'est de le trouver et vraiment de savoir finalement, de créer ta boussole pour chacune des situations de management. Et ça, bah, tu le fais en testant et tu le fais en partageant avec tes pairs. Donc c'est une progression qui est très structurée, très ancrée dans la pratique. Pour info, on est sur un tarif qui est fait exprès pour que ce soit un no-brainer parce que mon vrai levier enfin mon vrai, ma vraie comment on mince, il me manque un mot là, mais, ma vraie barrière à l'entrée, c'est pas c'est pas le prix et je voulais pas que ce soit le prix. Ma vraie barrière à l'entrée, c'est est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie d'être meilleur? Est-ce que tu as envie de te bouger les fesses? Heu, Ça veut pas dire que ça va te prendre, 10 heures par semaine, c'est surtout pas l'objectif, ça te prend 1 heure par semaine, 2 heures maximum et encore, c'est plutôt 1 heure. Heu, mais tu changes vraiment, tu fais vraiment. Tu dis pas juste: «Ah ouais, c'est intéressant», tu testes vraiment et tu contribues vraiment au collectif. Je veux pas de fantômes dans mes cohortes. Je veux pas de profiteurs, je veux que des gens qui partagent, qui jouent le jeu, et qui apprennent à se connaître et qui créent vraiment quelque chose qui est pas, juste une connexion sur LinkedIn. Cette formation, pour vraiment que le prix soit un no-brainer, elle est finançable par votre entreprise. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont hyper open pour financer la formation que vous choisissez, donc ça, c'est super. Merci à elles, elles ont raison de le faire. C'est aussi comme ça qu'elles gardent les bons éléments, et donc vous finançable soit par la boîte, soit même par l'OPCO de votre entreprise, que je suis certifiée Calliope et vous pouvez aussi utiliser votre CPF. Voilà, si vous aviez déjà votre permis et que vous disiez: «Il y a aucune formation intéressante en CPF», et ben, maintenant vous savez qu'il y en a une. Attention pour le CPF, parce que du coup, je suis très, très, ric-rac sur les délais. Le financement CPF, les inscriptions, elles doivent être finalisées avant le 15 avril. Voilà. Donc je vous ai à peu près tout partagé. Il faut savoir que la cohorte fondatrice, elle va avoir plein de bonus, elle va avoir plein de surprises. Il y a beaucoup de choses que j'ai préparées qui sont vraiment pépites. Un statut très particulier qui est celui de membre fondateur. Cette cohorte, c'est la première, il y en aura d'autres. L'objectif, c'est d'avoir une vraie communauté derrière de managers commerciaux qui se rejoignent sur des valeurs de performance, d'ambition, d'impact et d'authenticité. Et finalement, bah, il y aura un accès du coup à cette communauté privilégiée, gratuite forever, pour les membres de la cohorte fondatrice. Une, proximité avec moi aussi en coaching collectif, mais aussi individuel. Je vous le dis, je vais être en mode open bar, même pour les one-one, et ce ne sera pas le cas pour les prochaines cohortes. Pour les parties fondateurs, évidemment, bah, ils seront aussi, participants, quelque part, acteurs de l'évolution du programme. J'ai plein d'idées. Donc voilà, il est 14 heures. Je suis assez fière de moi parce que, on est pile dans le timing. Heu, Quand je vais terminer ce webinaire, vous allez tomber directement sur un petit formulaire si vous avez envie de postuler pour le programme. Voilà, vous pouvez directement mettre vos petites informations. Si vous avez encore des questions, je reste pour ceux qui ont encore des questions. Merci à tous d'avoir participé, et à très vite. Super, merci beaucoup. Top, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Oh! Oh mon Dieu! J'ai oublié. Attendez, partez pas, partez pas, partez pas! Oh là là, il y en a 2, il y en a 3. Oh, il y en a plein qui sont partis. Partez pas, je vous partage le petit bonus. Ah là là! J'ai vraiment, hein. Hop, je vous partage le petit bonus que j'ai oublié. Hop, je vous le mets dans le chat et vous aurez et voilà. Alors ça fait un petit peu une tête écrasée là comme ça, mais c'est fait exprès pour que vous puissiez l'avoir sur votre téléphone, dans un bon format pour le garder, dans un coin et l'avoir à dispo. C'est tout bon? Vous le voyez? Super. Vu et téléchargé. Super! Impeccable. Et bah, écoutez, très, très bonne journée à vous, bonne fin de semaine et à très vite et à votre dispo.